Bonjour à tous, bienvenue pour cette session sur le produit Remote Support de Beyond Trust. Vous êtes pas mal connectés aujourd'hui sur ces sujets-là. En effet, la situation actuelle fait en sorte qu'aujourd'hui nos équipes IT et nos utilisateurs métiers ont besoin d'être reliés, ont besoin d'outils performants et adéquats justement pour maintenir le lien déjà, mais surtout pour faire du support technique sur différents équipements en fonction des différentes lignes, en fonction des différents postes qui peuvent être utilisés. On sait qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes utilisent leur poste personnel pour accéder aux ressources de l'entreprise via diverses connexions. Donc, on est sur une nouvelle mécanique, un nouveau mode de connexion, des nouveaux usages. Et l'offre Beyond Trust sur ce sujet de support à distance est absolument adaptée. Et c'est donc le sujet de notre webinaire du jour. En avance, je vous indique aussi que vous avez la possibilité dans GoToWebinar de pouvoir poser des questions. Donc, je vous invite à le faire. Je ferai une session questions-réponses à la fin de ce webinaire. Donc, n'hésitez pas dans la section questions à poser vos questions. Je les reprendrai en fin de webinaire. D'abord, pour commencer, on va parler un petit peu de Beyond Trust et on va parler du portfolio et des sujets de base qui sont adressés par Beyond Trust. En l'occurrence, on va parler de gestion des comptes à privilèges globalement. Et on rentrera ensuite en détail sur le produit Remote Support qui nous intéresse. Alors, pourquoi Beyond Trust aujourd'hui se positionne sur ce marché-là, hein, pour le coup, ils sont exclusifs sur ce marché-là, dans le sens où ils n'ont pas un portfolio qui adresse d'autres types de sujets. Donc, ils sont vraiment focalisés sur la gestion des comptes à privilèges, quels que soient les types d'accès ou de la manière dont ces comptes à privilèges vont être utilisés. Ils sont focalisés là-dessus parce qu'aujourd'hui, la plupart des menaces, elles viennent exploiter, utiliser, compromettre des droits et des comptes à privilèges justement. Donc, ça peut être directement en attaquant des comptes hautement à privilèges, hein, des comptes administrateurs. Ça peut être aussi de proche en proche par des mouvements latéraux, par du phishing initialement pour récupérer des droits utilisateurs qui ensuite, petit à petit, vont leur permettre de rentrer dans l'infrastructure de l'utilisateur, du client, pour différentes choses, hein, de l'exfiltration de données éventuellement, mais aussi de la compromission d'informations, toutes les attaques qu'on peut imaginer. Alors, je ne suis pas là pour vous faire peur, hein, simplement pour faire un état des circonstances ou de la manière dont aujourd'hui les hackers peuvent rentrer dans l'infrastructure. Il n'y a pas 50 manières. Et à partir du moment où ils veulent pouvoir faire des choses avancées au niveau de l'infrastructure, il va leur falloir des comptes, il va leur falloir des privilèges. Et donc, ça fait partie obligatoirement dans la chaîne d'attaque, il y a une partie qui va être l'élévation des privilèges. Donc, c'est pour ça que le sujet de Beyond Trust, il s'appuie sur cette notion des comptes et comment protéger ces comptes, que ce soit en termes d'accès, en termes de mot de passe, en termes de privilèges dans l'infrastructure. Bon, si on reprend justement cette fameuse chaîne d'attaque, je le disais, hein, dans toute chaîne d'attaque, il y a un moment, il y a une recherche de privilèges. Cette recherche de privilèges, elle aura lieu une fois qu'on sera rentré dans l'entreprise. Et pour ça, il y a deux manières, hein, soit je viens de dehors, soit je viens de dedans, soit j'ai un VPN, soit j'ai un accès justement via le support. Mais en tout cas, il y a un moment, il va falloir rentrer dans l'infrastructure par un biais ou par un autre. Une fois que je suis rentré dans l'infrastructure, je vais chercher justement à trouver des privilèges avancés, à usurper l'identité de quelqu'un ou l'identité d'un compte de service ou d'un compte de backup. C'est des choses qui sont très régulièrement réalisées. Ensuite, je vais me déplacer de manière latérale en règle générale, hein, pour aller chercher des nouveaux privilèges, pour aller chercher des nouvelles machines, des nouveaux contenus. Et puis, une fois que j'aurai trouvé grosso modo ce que j'étais venu chercher, je vais exfiltrer cette donnée-là. Donc, Beyond Trust va pouvoir agir sur l'intégralité de ces points-là pour sécuriser votre infrastructure et les comptes qui y sont liés. Petite information, alors un slide un peu dense, hein, sur cette notion-là, mais simplement pour expliquer que Beyond Trust aujourd'hui est capable d'agir sur l'ensemble des outils qui vont venir se connecter à votre infrastructure, qu'on soit sur une approche traditionnelle avec des équipements on-premise, des applications on-premise, des serveurs, des bases de données, etc.,
mais aussi sur une approche hybride, parce qu'on a de plus en plus de ressources qui sont dans le cloud. On a des services qui nous sont fournis par le cloud. Ça peut être des machines virtuelles, ça peut être des applications. Donc tout ça, il faut aussi pouvoir sécuriser ces accès-là, parce que ça a transpiré de notre infrastructure vers l'extérieur et il faut pouvoir contenir ces accès. On a aussi beaucoup aujourd'hui le déploiement des choses de l'Internet, hein, donc tous les équipements connectés qu'on peut imaginer, c'est des failles, des ouvertures. Vous avez dû tous entendre parler ou entendre parler de la faille qui s'était produite avec des caméras IP dans une ville qui n'était pas sécurisée, avec un mot de passe par défaut positionné dessus. C'était le premier point d'entrée, il s'était passé par une caméra, parce que le mot de passe par défaut n'avait pas été changé, parce qu'un hacker était rentré par cette caméra et était du coup rentré dans l'infrastructure. Puis de proche en proche, il avait pu se propager. Et enfin maintenant, aussi avec tout ce qui est DevOps, le développement agile, les équipes de développement qui font des mises à jour de code de manière agile et quasi quotidienne, voire multi-quotidienne. Et on a aussi besoin de pouvoir sécuriser l'ensemble des échanges qui peuvent avoir lieu dans les équipes DevOps. Donc pareil, le portfolio pourra couvrir l'ensemble de ces sujets. Encore une fois, ce n'est pas le sujet du jour, mais sachez-le, c'est une bonne information. L'autre élément, simplement pour dire que justement la pénétration au niveau du système, qu'il soit on-prem, cloud, 100% cloud ou hybride, il va se faire par différents comptes. Alors on a souvent tendance à se focaliser sur les super admins, hein, les administrateurs de bases de données, les administrateurs de l'entreprise, du domaine, où ça nous semble être des comptes souvent extrêmement périlleux, dangereux, mais au final, on se rend compte que des comptes comme ça, il n'y en a pas 50, et quand on veut les sécuriser, si on s'y prend bien, on peut le faire de bonne manière. Par contre, ce qu'on oublie souvent, c'est qu'au final, on a des comptes à privilèges qui viennent d'un peu partout. On oublie la maintenance qu'on propose à des tiers mainteneurs, nos fournisseurs qui viennent se connecter chez nous pour faire de la maintenance. Alors, ça nous rend beaucoup de services, mais en même temps, c'est des comptes qu'on leur donne, des comptes qui ont des privilèges, et surtout des comptes qu'on fournit et qu'on oublie un peu. On ne sait pas comment ils sont utilisés, par qui ils sont utilisés, à quel moment ils sont utilisés. On a vraiment une perte de visibilité, d'audit de ces comptes qu'on fournit à l'extérieur. Même chose pour le support. Et là, justement, on raccroche notre sujet du jour. Le support aujourd'hui, qu'elle soit interne ou externe, quand j'ai besoin de proposer du support, les actions qui vont être menées ont besoin de privilèges. Donc, je vais devoir fournir des comptes à privilèges à mon équipe support, et surtout, je vais devoir leur fournir des accès à privilèges. Comment ils se connectent aux différents équipements, aux différentes structures, à quoi ils ont accès. Et est-ce que je suis capable de monitorer qui accède à quoi pour faire quel type de support? Est-ce que je suis capable aussi de fournir ce support à des équipes tierces? Si mon support interne a besoin d'escalader, à collaborer avec des équipes de support applicatifs externes, de fournisseurs particuliers, comment c'est géré? Est-ce que je suis capable, moi, d'utiliser mon propre outil pour inviter ces fournisseurs plutôt que de me restreindre en fait au fournisseur qui va me dire moi j'ai besoin, moi j'utilise classiquement tel ou tel outil qui n'aura pas été validé dans notre infrastructure, qui peut-être fera de l'exfiltration d'informations parce que les data centers seront mutualisés. Alors, en disant tout ça, je cible un petit peu certains acteurs du marché très très connus. Je ne vais pas donner les noms, ce n'est pas l'intérêt, mais j'imagine que la plupart d'entre vous savent de quel type d'acteurs je parle, qui sont très focalisés sur le support, mais qui mutualisent les data centers, qui mutualisent les données. Ces data centers ne sont pas sur des régions aujourd'hui qui sont compliant avec des législations européennes. Donc, il faut aussi, dans le support, prendre en considération ce flux, par où il passe, qui est capable de le voir, qui est capable de l'enregistrer éventuellement, et où sont stockées ces données, d'un point de vue compliance, d'un point de vue légalité de l'environnement et de vos données, que ce soit les vôtres ou que ce soit celles de vos clients que vous pouvez potentiellement supporter. Donc ça, on a balayé grosso modo le scope fonctionnel que pourra traiter Beyond Trust. Maintenant, qui est Beyond Trust aujourd'hui? Faut savoir qu'il y a encore 2 ans de ça, c'était 4 sociétés complètement autonomes et séparées qui avaient des scopes d'action qui étaient un petit peu différents. Ces 4 sociétés, c'était Bomgar, Avecto, Beyond Trust et Liberman Software. Il y a eu des rachats, des fusions qui ont eu lieu au cours des 2 dernières années. Et même si aujourd'hui le nom qui reste, c'est Beyond Trust, c'est la société qui portait ce nom-là qui a maintenu son nom,
Il faut bien comprendre que la société qui a racheté les 3 autres, c'est Bomgar. Et le produit dont on va parler aujourd'hui, c'est un produit initialement d'origine Bomgar, qui était vraiment focalisé sur le support aux utilisateurs, aux machines, de manière sécurisée. Avec ces rachats, on propose justement le portfolio dont on vient de parler sur l'ensemble de la gestion des comptes à privilèges, que ce soit la gestion des mots de passe, la gestion des comptes de service, la gestion des sessions, la gestion des privilèges globalement. Pour vous dire aussi que Beyond Trust, dans les différents cadrans qu'on connaît tous, est très bien positionné, toujours positionné parmi les leaders. Donc, on a affaire avec Beyond Trust à une des sociétés leaders du marché sur tout ce qui est Privilege Account Management. Et enfin, avant de rentrer vraiment sur la brique support, simplement un petit rappel du portfolio. Le portfolio aujourd'hui, il est segmenté sur 3 grands piliers. On va avoir une gestion des sessions et des mots de passe, donc tout ce qui va être password management, grosso modo, sur comment je gère et comment je fais tourner l'ensemble des mots de passe, des comptes à privilèges qui existent dans mon infrastructure. Et j'entends par là les mots de passe dans les bases de données, les mots de passe dans les applications, les mots de passe dans les scripts, les mots de passe dans les annuaires, bien évidemment, mais tous les mots de passe qui peuvent être utilisés par des comptes qui ont un privilège ou un autre au sein de votre infrastructure. Le deuxième pilier, c'est la gestion des privilèges. Comment je garantis que j'ai plus aucun administrateur logué localement sur des machines, que ce soit des postes clients ou que ce soit sur des serveurs? Comment j'enlève tous les privilèges de base et comment je fais de l'élévation de privilèges à la volée, dynamiquement, en fonction des contextes. L'objectif, c'est de garantir que si j'ai un process, si j'ai un hacker qui arrive à rentrer sur un système ou un autre, il ne va pas être capable d'exécuter des processus, des applications dans des contextes de privilèges élevés. Donc ça, c'est une notion d'agent, bien évidemment, et avec ce pilier-là, on est capable de répondre sur tout type d'infrastructure, que ce soit du Windows, du Mac, du Linux, Unix, et même sur les équipements réseau. Donc c'est un point très important pour tout ce qui est justement éviter tout ce qui est escalade de privilèges. Et enfin, la dernière brique, et celle qui va nous importer principalement aujourd'hui, les accès à distance sécurisés, avec deux grands éléments sur ce pilier-là. Le premier élément qu'on va catégoriser avec le nom Bastion, où là, j'ai mes équipes d'administrateurs qui ont besoin d'accéder à des systèmes de manière sécurisée, qui ont besoin de pouvoir avoir de la traçabilité sur ce qui est fait, sur qui accède, sur comment ils y accèdent et à quoi ils accèdent. Donc, on est vraiment sur une notion de bastion. Et dans un autre côté, la notion de remote support, la notion de support à l'utilisateur aussi, où on n'a pas seulement besoin d'accéder à des équipements et on n'est pas forcément administrateur d'une infrastructure, mais on a besoin d'aider les utilisateurs, on a besoin d'aider ou de supporter un certain nombre de postes ou d'équipements qui sont situés dans des régions parfois éloignées ou distantes ou sur des réseaux qui sont non sécurisés, non connus. Et donc, il nous faut un outil qui soit éligible à l'ensemble de ces contraintes. Alors, sur ce sujet-là, justement, et on rentre ici directement sur cette brique Remote Support, pourquoi aujourd'hui le produit Beyond Trust Remote Support est numéro 1 du marché? Et c'est vraiment le cas, ce n'est pas un slide marketing. Aujourd'hui, c'est l'outil numéro 1 de support, simplement parce qu'on va apporter des fonctionnalités qui sont natives, qui sont consolidées. Donc, les équipes de support vont pouvoir réellement, de manière centralisée, dans une seule et même console, un seul et même outil, pouvoir avoir accès à l'ensemble des outils qui leur sont nécessaires pour supporter convenablement les utilisateurs et les machines. Des outils d'intégration, faire en sorte que le support technique à l'autre bout soit efficace, soit capable d'utiliser des outils embarqués, soit capable de chatter avec le client, soit capable aussi de s'intégrer avec des outils de ticketing, par exemple, pour aller automatiser la gestion des tickets derrière. Troisième élément clé aussi, l'architecture, qui est variée, je dirais. Vous pouvez la déployer chez vous, vous pouvez la déployer en cloud, vous pouvez être sur une mécanique souscription ou une mécanique acquisition. Et donc, choisir votre mécanique de déploiement en fonction de vos contraintes et de vos usages. Mais tout ça, en gardant le quatrième point à l'esprit, c'est que l'architecture, elle sera tout le temps sécurisée. Et on dit sécurisée by design. Pourquoi? Parce que vous comprendrez dans les slides de déploiement, de slides d'architecture, que les connectivités, les connexions qui vont être apportées vont être
en SSL bien évidemment, mais en plus sur du flux montant exclusivement. Donc, on va être très simple à déployer, qu'on soit dans une instance cloud ou qu'on soit sur du on-premise. Et surtout, on va pouvoir offrir du support, vu les connexions, à n'importe qui sur la planète, à partir de n'importe où. À partir du moment, la seule contrainte, la seule logique qu'il faut avoir, bien évidemment, c'est une connexion Internet, une connexion data. Mais à partir du moment où on aura ça, on sera capable de supporter la personne. Et dans les temps qui courent, avoir capacité à faire du support technique de chez soi vers une personne qui elle-même est chez elle, mais de manière sécurisée, de manière auditée, avec les outils qui vont bien, vous comprendrez que le sujet, il est plus que d'actualité. Alors, si je détaille un petit peu ça, la consolidation des outils, justement, l'idée, c'est le support technique qui ne doit pas jongler entre différents outils. Ce n'est pas parce que certains utilisateurs ont un Mac ou un poste Windows ou une tablette qu'il faut utiliser des outils différents. Ce n'est pas parce que je vais avoir un grand écran, un double écran, que je dois utiliser aussi des outils différents. C'est pas parce que je dois faire du support à un utilisateur ou, dans certains cas, des supports sur des machines ou des routeurs ou des firewalls qui vont me demander des connexions différentes que je dois utiliser des outils différents. Encore une fois, tout ça, l'objectif, c'est de fusionner et d'avoir un seul point d'entrée pour nos équipes support qui soit capable de supporter tout type d'utilisateurs et de machines à partir d'un même point d'entrée. Conçu pour le service support, parce que l'objectif, c'est de pouvoir apporter de la valeur ajoutée aux équipes support. Valeur ajoutée parce qu'on va pouvoir s'intégrer avec des outils de ticketing pour faire en sorte qu'on ait de la traçabilité aussi dans les outils de ticketing existants, avoir la capacité dans les outils de ticketing de lancer directement des sessions à distance, avoir la capacité pour ces équipes support de collaborer, alors soit collaborer dans les équipes internes, mais aussi faire de la collaboration externe, pouvoir inviter quelqu'un dans sa session de support. Je suis en support avec un utilisateur, le problème qu'il rencontre dépasse mes compétences parce que je n'avais jamais rencontré ce problème-là. Avoir capacité à inviter quelqu'un du niveau 3 dans ma session pour m'aider à résoudre ce problème-là, ou pouvoir inviter un fournisseur externe dans ma session pour qu'il puisse aussi m'apporter son soutien, c'est des choses qui sont extrêmement valorisantes plutôt que de dire à l'utilisateur, j'ai pas la réponse, on éteint la session, je vais me renseigner et on reprendra plus tard. Non, on va pouvoir agir de manière parallèle et en agrégeant les compétences et les ressources de chacun dans une même session de manière extrêmement simple. Un déploiement souple, parce que comme je le disais, vous pouvez déployer sur site, donc on-premise chez vous, que ce soit une appliance ou des appliances physiques ou virtuelles, bien évidemment. Vous pouvez aussi souscrire à des instances cloud. Donc, vous n'avez rien chez vous, ou presque rien. On pourra le voir dans les schémas, encore une fois, d'architecture. Mais vous n'avez pas, en tout cas, d'appliance qui soit positionné chez vous. Tout est hébergé dans le cloud. Le point qui est important à souligner là-dessus, c'est quel que soit le modèle que vous choisiriez, votre sécurité, elle est la même. Qu'on soit dans une instance cloud ou dans une instance virtuelle ou physique qui soit positionnée chez vous, l'appliance, c'est votre appliance. L'instance, c'est votre instance. Elle est chiffrée avec votre certificat. Tous les éléments qui vont se connecter à cette appliance, et j'entends par là la console du technicien par exemple, mais aussi les petits agents qui vont s'auto-déployer pour aller proposer du support, donc les petits exécutables qui tournent sur la machine à un instant T de manière volatile pour pouvoir fournir du support. Tout ça, ça sort de votre appliance. Ça signifie que c'est pas parce que moi j'ai la console Beyond Trust Remote Support installée sur mon poste que je serai capable de me connecter à votre appliance ou à votre instance. C'est impossible parce que la liaison, elle doit être de confiance et ma console, elle sera sortie de mon appliance ou mon instance. Donc la sécurité, cloud ou on-prem, c'est la même. Les niveaux de sécurité sont les mêmes, c'est votre infrastructure, pas celle du voisin, et il n'y a aucune infrastructure qui est mutualisée par Beyond Trust. Que ce soit les logs, les connexions, les certificats qui sont posés. Le seul point qui peut être mutualisé, c'est la baie de stockage dans laquelle les appliances sont rackées dans leur data center. À ce titre-là, d'ailleurs, le data center qui est utilisé, c'est en Europe, en tout cas, c'est en Allemagne, à Francfort, dans les data centers d'Amazon, sachant que dans les data centers d'Amazon, Beyond Trust a une zone et donc des baies qui leur sont propres et dédiées sur lesquelles ils sont 100% gestionnaires. Donc, ils bénéficient de l'infrastructure qu'il y a autour,
la logistique qu'il y a autour, mais c'est leur propre infrastructure. Et pour chaque instance cliente, c'est une instance autonome et cloisonnée qui est déployée. C'est ce qui nous est dit ici, hein, typiquement, donc dans la sécurité du cloud, pas de compromis. On ne fait pas du mutualisé, on isole, on silote chacun des clients dans son propre environnement pour garantir sa sécurité. Et la sécurité surtout de ces données qui sont en transit ou qui vont être stockées comme par exemple les logs, comme par exemple les vidéos de sessions, etc. En termes de déploiement, comment se positionne l'offre Remote Support? Quand on part sur une offre on-prem, en règle générale, on va positionner notre appliance, alors physique ou virtuelle encore une fois, dans une DMZ. Simplement parce que le fait qu'elle soit en DMZ, ça va me permettre de proposer du support de manière globale à des personnes qui seraient sur site, mais aussi à des personnes qui seraient à l'extérieur. Et de la même manière, ça peut me permettre à moi, technicien, d'offrir du support, même si je suis chez moi. Même si c'est mon week-end d'astreinte, je n'ai pas forcément besoin de me déplacer au bureau pour réaliser de manière ISO-fonctionnelle le support que je dois apporter à mes utilisateurs. Et ce qui est très important sur ce schéma-là, et ce que vous pouvez voir, c'est le sens des flèches. Mon technicien, donc on voit que je peux avoir des techniciens qui soient à l'extérieur, mais aussi des techniciens qui soient à l'intérieur de mon entreprise. Ces techniciens, dans tous les cas, ils vont se connecter en flux montant SSL vers mon appliance. Okay, et de l'autre côté, mes utilisateurs ou mes machines vont en faire de même. Le comment, on y viendra plus tard, mais mes utilisateurs, quand ils vont avoir besoin de support, de la même manière, leur session, leur poste de travail va venir se connecter en flux montant SSL vers mon appliance. De la même manière qu'ils soient dehors ou qu'ils soient dedans. Qu'ils utilisent un Windows, un mobile, un Mac, un Linux, quel que soit l'équipement, le flux sera le même. Le flux va monter vers mon appliance pour qu'ensuite cette appliance elle fasse ce qu'on appelle la notion de broker, hein, c'est-à-dire elle va venir relier les deux sessions, la session du technicien avec la session de la personne qui a besoin de support, pour les relier entre elles au niveau de mon appliance. Donc on n'est pas sur une notion de proxy, hein, là, dans ce cas-là, il n'y a aucune connexion descendante, vous apercevez, entre la mise en relation entre mon technicien et la personne qui a besoin de support. C'est pour ça que c'est extrêmement efficace en termes de support, parce qu'encore une fois, je peux faire du support de n'importe où vers n'importe où, parce que justement, j'ai ce flux-là. Alors, on a des entreprises qui font aussi un déploiement 100% on-prem et surtout 100% internalisé, parce qu'ils ont du support, mais qui n'a pas vocation à sortir de l'entreprise. Donc, on peut aussi, bien évidemment, positionner les appliances en interne. Bien évidemment, dans les situations dans lesquelles on est aujourd'hui confronté, ce type de déploiement, je pense qu'à terme, va peut-être être revu auprès des entreprises qui l'utilisent. Parce que justement, je pense que ce type d'environnement actuel, avec le confinement et le fait que chacun soit à domicile avec une connexion de particuliers, donc non sécurisés de base, etc., pourrait remettre en question ce déploiement-là. Mais en tout cas, techniquement, c'est complètement possible, bien évidemment. Ici, le lien qui est la flèche montante vers le firewall, c'est plutôt la flèche montante pour dire je vais vers Internet. Par contre, bien évidemment, vers le appliance, encore une fois, c'est que du flux montant qui sera fourni. Et de la même chose au niveau d'une instance cloud. Donc, si votre appliance, vous avez décidé de ne pas en implémenter chez vous, mais plutôt de souscrire à une appliance dans le cloud de BeyondTrust, libre à vous. Fonctionnellement, vous aurez exactement les mêmes possibilités. Okay. Il n'y a pas plus ou moins de choses que vous soyez dans le cloud ou que vous soyez on-prem. Vous avez exactement les mêmes fonctionnalités. Et en termes de flux, on est exactement pareil sur les mêmes contraintes ou sur les mêmes services qui sont proposés. Maintenant, les méthodes de support qui vont être disponibles. On va avoir deux grandes familles de méthodes. La première, donc qu'on appelle attended, la seconde unattended. L'idée, c'est de dire, dans un cas, la première attended, j'ai quelqu'un en face de moi. J'ai quelqu'un qui a besoin de support, j'ai quelqu'un qui a besoin d'aide et qui va solliciter mon aide. Et pour solliciter mon aide, moi, en tant que technicien, j'ai il y a plusieurs manières de me solliciter. On peut tout à fait mettre en place un click-to-chat. On peut tout à fait mettre en place un petit formulaire de soumission.
La personne qui a un problème va sur une URL, voit les techniciens en ligne, il est capable de chatter avec eux dans un premier temps pour expliquer son problème, et si besoin est, le technicien sera capable de prendre la main à distance. On peut aussi imaginer une page sur laquelle on aurait un formulaire, et donc la personne qui a un souci va sur le formulaire et dit j'ai un problème de connexion au VPN, j'ai un problème d'authentification sur telle ou telle plateforme, et automatiquement, via ce petit formulaire, on sera capable d'aller router le support aux bonnes équipes, aux bonnes personnes, dans les bonnes files d'attente, pour mettre à disposition un technicien le plus efficacement possible et le plus rapidement possible. On est aussi capable de fournir une clé de session. C'est des choses qui sont communément acquises, hein, j'aurais tendance à dire, c'est-à-dire qu'initialement, vous avez peut-être appelé votre support technique et la personne à l'autre bout vous dit bon, en effet, je comprends ton problème, par contre, il faut que je le voie, ou pour que je puisse le résoudre, il faut que je me connecte à ton poste. Va sur telle URL et puis saisis la clé de session 1, 2, 3, 4, 5, 6 et on sera mis en relation tous les deux automatiquement. Donc ça, c'est vraiment le client, la personne qui a besoin de support qui va initier la session via justement donc un formulaire, un portail qui peut être disponible. On peut aussi imaginer ce qu'on appelle le Beyond Trust Support Button. Donc, on voit encore ici qu'il est appelé le BOMGAR Button. Donc c'est un petit applicatif qui est positionné dans le menu démarrer ou sur le bureau de l'utilisateur, et l'utilisateur a juste à cliquer dessus et automatiquement il va rentrer en file d'attente, pareil avec un technicien ou un autre en fonction de la configuration qui aura pu être mise. Donc on peut aussi faire ce genre de choses. La personne a un souci, a un besoin de support à un instant T, on ne va pas forcément lui proposer un portail pour X ou Y raison, on va simplement lui proposer un petit applicatif qu'on pourra customiser même en termes de logo, d'icônes, etc. Il aura juste à cliquer dessus pour rentrer dans les files d'attente des différents techniciens. Et donc là, on est vraiment sur une mécanique, c'est la personne qui a besoin de support qui vient chercher et demander l'aide d'un technicien qui est à l'autre bout et qui voit ces différentes files d'attente et qui est capable de récupérer les sessions des personnes en détresse, mais sans exagérer non plus. De l'autre côté, on a aussi la possibilité d'avoir des méthodes de support en mode unattended, c'est-à-dire que j'ai personne à l'autre bout. Parce que ça peut arriver. Parce que le support qu'on me demande, il n'est pas positionné dans une session utilisateur. Le support qu'on me demande, il est positionné peut-être sur un serveur applicatif, sur un équipement réseau qui a besoin, il y a un service en particulier qui est tombé sur ma passerelle Linux ou je ne sais quoi, je dois me connecter dessus pour redémarrer un service. J'ai besoin d'apporter du support. Okay, ça reste du support, mais c'est un support vers un équipement. Et là, du coup, se pose la question de me dire, oui, mais si j'ai personne pour initier la session, il faut bien que cet équipement-là, je le connaisse et que je sois capable de m'y connecter. Et donc, dans ce cas de figure, je vais avoir deux mécaniques qui vont m'être proposées et disponibles. Je peux avoir un agent préinstallé sur un serveur ou sur un poste de travail, quel que soit son OS. Et donc, vu que j'ai un agent, je vais voir directement ma machine et je vais pouvoir cliquer dessus pour pouvoir interagir avec la machine et pour pouvoir me connecter sur cette machine. Donc, c'est moi, technicien, qui viens initier cette connexion vers la machine distante que j'ai besoin de supporter. Il peut y avoir un utilisateur connecté dessus aussi, hein. Je peux tout à fait avoir cette mécanique d'agent sur mes postes utilisateurs, voir mon poste utilisateur et quand je suis en ligne avec mon utilisateur, directement cliquer sur sa machine pour pouvoir me connecter et lui proposer de l'assistance. C'est aussi une mécanique qui est complètement possible. Pour des machines sur lesquelles je n'aurai pas capacité ou pas volonté d'installer un agent, je vais pouvoir utiliser ce qu'on appelle un jump point. Le jump point, c'est un point de rebond, un point de relais, si vous voulez, qui va me permettre d'avoir ma fameuse connexion montante SSL, mais qui en même temps va pouvoir me permettre d'utiliser des protocoles spécifiques, donc protocole d'accès distant, RDP, SSH, VNC, Intel vPro, pour pouvoir accéder à la machine qui est à l'autre bout directement au travers d'un de ces protocoles d'accès distant, sans qu'il y ait d'agent sur la machine cible. Okay. Donc, à quoi ça ressemble justement si je schématise ces différents accès sur un schéma d'infrastructure? Je vais avoir ce type de fonctionnement-là. Donc, on a vu tout à l'heure sur le schéma plutôt la méthode, je dirais, attended, c'est-à-dire avec mes utilisateurs
j'avais des utilisateurs dispersés à travers l'infrastructure, à travers Internet, on va dire plus globalement, à travers les différents réseaux. Et ces utilisateurs venaient chercher un support, étaient mis en file d'attente et ensuite étaient traités par un technicien. Dans le cas où justement j'ai pas de personnes, d'utilisateurs à l'autre bout, je vais pouvoir donc retrouver les deux éléments dont j'ai parlé, le jump client, hein, qui est mon fameux agent, ou le jump point, qui vont me permettre d'avoir un point d'entrée dans la machine, dans l'infrastructure. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce jump client ou ce jump point, c'est eux qui vont justement monter ma fameuse connexion SSL montante vers mon appliance ou mon instance. Okay, c'est ce fameux élément qui me permet de faire en sorte que même sans utilisateur à l'autre bout, je vais pouvoir monter ma session SSL vers mon appliance qui, elle, va faire la notion de brokerisation de la session. On le détaillera aussi un peu plus loin. Donc cet agent, il a capacité à s'installer, hein, je le disais, Windows, Mac, Linux principalement, et donc il va me fournir une visibilité, et je vous le montrerai en démo, une visibilité exhaustive des machines qui me sont disponibles et auxquelles je peux accéder directement via cet agent. Mais encore une fois, tout le monde ne souhaite pas déployer des agents, tout le monde ne peut pas déployer des agents sur certaines machines cibles. Et donc, dans ce cas-là, je vais pouvoir m'appuyer sur mon fameux jump point, qui est un simple composant Windows, hein, très simple à installer. En quelques clics, il est installé et il est connecté à l'appliance. Et derrière, ce jump point, en fait, il va me permettre de point de relais. C'est-à-dire que ce jump point-là, c'est lui qui monte ma session SSL vers mon appliance ou mon instance. Mais ce jump point, derrière lui, il va avoir la capacité à redescendre au travers d'un protocole ou d'un autre, en fonction de la machine cible, à redescendre vers cet équipement-là avec le protocole natif qui sera supporté par l'équipement cible. Okay, donc là, je vais pouvoir faire du support sur des routeurs, sur des firewalls, sur des machines Windows, des serveurs Windows, des postes de travail Windows, Mac ou Linux, éventuellement en fonction des protocoles qui seront supportés par ces équipements-là. De la même manière, ces jump points, je peux les déployer, on le voit, quand je suis dans un environnement hybride, dans mon instance cloud. Si vous avez des machines dans Azure, des machines dans AWS ou autres, rien ne vous empêche de positionner un jump point dans cette infrastructure-là qui vous permettrait d'accéder et de supporter les équipements ou les services qui sont dans vos différents data center cloud. Okay. On n'est pas limité en nombre de jump points, on n'est même pas licencié en nombre de jump points, ni de jump client d'ailleurs dans Remote Support, parce que le licensing Remote Support se fait exclusivement par techniciens concurrents. Donc, en fonction du nombre de techniciens que vous souhaitez, à qui vous souhaitez mettre à disposition la technologie, il faut comptabiliser le nombre de techniciens concurrents qui pourraient se trouver connectés à un instant T à votre appliance, et c'est cette mécanique de licensing qui sera proposée. Que vous ayez 1000 users à supporter ou 5 users à supporter, ce n'est pas cette information-là qui va être importante, c'est vraiment l'information du nombre de techniciens. Une autre fonctionnalité qui est native dans Remote Support, c'est le fait de pouvoir injecter aussi des credentials. Par exemple, vous vous connectez dans la session d'un utilisateur, vous faites un support à l'utilisateur, vous êtes l'utilisateur, ce qui signifie que vous avez les mêmes droits que l'utilisateur. Et donc, dans certains cas, vous avez besoin d'installer un patch, vous avez besoin de modifier la config réseau, vous avez besoin de modifier un paramètre spécifique qui n'est disponible qu'aux administrateurs. Il va bien falloir pouvoir élever les privilèges. Et donc, dans ce cas-là, il y a deux méthodes. Hein. Soit vous fermez la session de l'utilisateur et vous vous reloguez avec un compte à privilèges, soit vous, au sein de la session, vous élevez les privilèges, vous faites un run as d'une application en particulier. Dans un cas comme de l'autre, ça signifie qu'à un moment, il va falloir que vous positionnez, vous saisissiez un login et un mot de passe. À privilège, en l'occurrence, vu qu'il va avoir des droits accrus. Ces comptes-là, ces sessions-là, vous allez pouvoir les injecter. C'est-à-dire qu'à vos télémainteneurs, à vos équipes support, vous n'êtes pas obligé de leur fournir, de leur donner un login et un mot de passe qu'ils connaissent. Vous pouvez leur donner accès à un coffre-fort qui est internalisé dans l'appliance, et ce coffre-fort va leur fournir un trousseau de credentials, et ce trousseau de credentials leur permettra d'aller se connecter ou d'aller exécuter un certain nombre d'éléments avec des privilèges accrus. Okay. Ça, c'est natif et c'est bundlé directement dans l'appliance. Si jamais vous souhaitez utiliser un coffre-fort qui est déjà en place
Et en l'occurrence, ici, on précise dans ce slide-là le produit Password Safe, qui est le produit Beyond Trust. Il faut passer par un outil d'intégration qu'on appelle le Credential Manager, Endpoint Credential Manager, qui est un composant Windows aussi et qui permet de s'interfacer avec d'autres coffres-forts. Pour être franc, principalement Password Safe. On s'intègre aussi avec un autre nativement de coffre-fort du marché. Après, sinon, c'est du développement qu'il faut faire pour se plugger avec d'autres. Mais dans le cas de Remote Support, j'aurais tendance à dire que le Vault qui est fourni, internalisé, est largement suffisant en termes de fonctionnalité de ce qui peut vous être proposé. Alors justement, si on résume ces fonctionnalités-là, avant de vous montrer vraiment dans la console l'ergonomie ou le visuel qui peut être apporté à quelqu'un du support technique, si on résume rapidement ces fonctionnalités-là, j'ai un technicien qui va devoir accéder à un équipement avec un utilisateur ou sans utilisateur sur cet équipement-là. La première étape qu'il va falloir réaliser, c'est brokeriser la connexion. Ça signifie quoi, brokeriser la connexion? C'est pas un terme très français, désolé, mais j'avoue que je ne sais pas comment le traduire. Brokeriser, ça veut dire qu'on va prendre que de la connexion montante. On n'est pas en mode proxy, justement. Le broker, c'est la grosse différence entre le broker et le proxy, c'est justement le sens des flux qui vont être mis en relation. Dans le proxy, je redescendrai vers mon infrastructure. En l'occurrence, là, c'est mon infrastructure qui monte vers moi ou mon utilisateur qui monte vers moi et qui va être mis en relation avec le technicien à l'autre bout via l'instance ou le client. Dans les autres éléments qu'on peut embarquer nativement de base, bien évidemment, mon technicien, il va devoir s'authentifier sur un annuaire ou sur un autre. Donc, on va s'intégrer avec tous les annuaires du marché. Quand je dis tous les annuaires, simplement parce qu'on va supporter des protocoles de type LDAP, Active Directory d'une manière plus générale, SAML, Radius, Kerberos, qui vont nous permettre justement de toucher un petit peu tous les types d'authentification que vous pourriez nécessiter, voire local. On peut aussi créer des comptes de techniciens localement dans le client si nécessaire. En plus de ça, on est capable de rajouter une couche multifacteur via le protocole TOTP ou la norme TOTP. Nativement, vous avez l'option qui est dans le produit, donc vous pouvez l'utiliser ou pas. Si certains techniciens sont des techniciens critiques, je dirais, vous avez peut-être vocation à faire en sorte que quand ils s'authentifient pour accéder à la console, ils doivent s'authentifier de manière très forte. Donc ça, c'est natif, ce n'est pas une option, c'est dedans, vous l'utilisez ou pas, mais en tout cas, c'est directement disponible. Si vous avez déjà une solution multifacteur, on est aussi capable de s'intégrer avec, bien évidemment. Je parlais de Radius, de SAML tout à l'heure. Typiquement, avec ces protocoles-là, on est capable de faire du MFA avec les outils du marché qui peuvent exister. L'autre élément, c'est la granularité d'accès. Parce qu'autant quand on parle de support à l'utilisateur, bien évidemment, l'utilisateur, il vient me demander un support, je vais fournir le support à cet utilisateur-là qui vient me réclamer de l'aide. Par contre, quand on parle de support à des machines, il faut être un petit peu plus regardant parce que tout le monde ne peut pas supporter ou se connecter sur tout type de machine. Il y a de la criticité, il y a de la production, il y a des privilèges à avoir. Donc, la granularité d'accès à des systèmes spécifiques peut être très importante, très intéressante dans le cas de support à des équipements. Même chose, les plages horaires. Faire en sorte que mes techniciens ne puissent pas fournir du support à tout à chacun ou sur des machines spécifiques à des heures particulières. Simplement parce que je fonctionne peut-être en heure ouvrée, simplement aussi parce que quand c'est sur des équipements cibles, j'ai personne à l'autre bout. Donc potentiellement, il peut s'y connecter à des heures sur lesquelles il n'a pas logiquement le droit de s'y connecter. Donc la gestion des plages horaires peut être aussi intéressante. Enfin, peut-être pas le plus important, mais l'une des fonctionnalités très importantes qui est souvent aussi demandée, c'est l'audit. Avoir la capacité à tracer, à savoir qui a fait quelle session, avec quel utilisateur, sur quel type de poste, combien de temps ça a duré, qu'est-ce qui a été réalisé. Tout cet élément-là, tout cet audit-là, il va pouvoir être tracé et pouvoir même être synchronisé ou intégré avec des outils de ticketing pour que l'ensemble des informations de la session soient directement écrites dans les outils de ticketing qui pourraient le supporter. Ça, c'est une première chose. Mais j'ai en plus la possibilité d'enregistrer complètement ces sessions au format vidéo avec la capacité du coup de rejouer ces sessions-là. Il y a différents buts à ça. Il y a l'audit, bien évidemment. J'ai besoin de voir exactement ce qui a été réalisé
par mon équipe support sur telle ou telle session parce que on s'est rendu compte qu'il y avait ensuite un problème de sécurité. Ça peut être aussi à titre de formation. Parce qu'une fois que j'ai réalisé le support sur un poste en question avec les différentes étapes qui ont été réalisées, si je récupère cette vidéo, si j'ai le droit de la récupérer, je vais pouvoir justement la propager, éventuellement la fournir aux autres techniciens de mon équipe pour qu'ils voient ce que j'ai fait et qu'ils comprennent la démarche à suivre pour résoudre tel ou tel problème. Je peux même éventuellement la fournir aux utilisateurs si c'est un cas de figure envisageable dans mon entreprise. Okay, donc, l'objectif, encore une fois, sécuriser la connexion, monitorer la connexion et faire en sorte d'avoir le plus de types de connexion et d'outils disponibles dans une seule et même interface pour mes équipes support. Quand j'ai dit ça, je vais juste vous montrer rapidement une petite démonstration, une petite console. Donc, je vais lancer la console, celle-ci qui est une console installée. Pour information, d'ailleurs, il y a aussi une console HTML5 qui existe, hein, donc je peux tout à fait faire du support sans avoir rien installé sur ma machine en utilisant la console HTML5. J'ai aussi une console pour tablette, enfin pour mobile plus généralement. Maintenant, sur un téléphone, faire du support, c'est un peu compliqué. Sur tablette, ça peut devenir un petit peu faisable. Et donc, dans cette console, je vais venir m'authentifier. Dans notre cas ici présent, une authentification Active Directory qui est réalisée et qui est positionnée sur cet élément-là. Dans cette console, je vais avoir deux grandes familles, la partie haute, la partie basse. La partie haute, ça va être mes files d'attente, ça va être mes sessions, ça va être mes utilisateurs qui souhaitent obtenir du support. Et donc, typiquement, on pourrait imaginer, et c'est notre cas, hein, nous on l'utilise en production, si je vous montre ce portail-là, on est sur peut-être que certains d'entre vous en ont déjà bénéficié en termes de support. On a pu vous demander de vous connecter sur une URL qui est support.miel.fr. On a pu vous demander de saisir une clé de session qui avait été générée par votre technicien avec lequel vous êtes en ligne et qui a pu vous fournir cette clé-là directement par téléphone ou qui a pu vous l'envoyer par email directement à partir de l'appliance ou à partir de son client de messagerie. Donc ça, c'est tout à fait possible. Cette clé-là, hein, elle a une durée de vie, elle est en one time. Donc pareil, cette clé-là, même si je copie le lien et que je l'envoie à une personne, le premier qui va cliquer dessus, c'est lui qui rentrera dans la session. Et après, ce lien-là sera plus valide. Donc ce lien, il est sécurisé. Et en plus de ça, il a une expiration que je peux lui fournir, qui ne pourra pas être réutilisé plus tard, quoi. Et donc, quand mon utilisateur, il va saisir la clé de session, on va lui proposer l'exécution d'un petit exécutable. Okay, petit exécutable qui est volatile, il n'y a pas besoin d'être administrateur, bien évidemment, pour pouvoir l'exécuter. Ce petit exécutable, il va permettre la mise en relation de mon utilisateur avec mon technicien. Hop, donc, de mon côté, en tant que j'ai exécuté l'application, j'ai un petit message qui m'est popé me demandant d'accepter le contrôle à distance. Donc, tout ça, c'est customisable. Tous les messages sont en multilingue et peuvent être agrémentés. Vous pouvez mettre beaucoup de messages ou vous pouvez les enlever complètement. Et quand on valide, vous voyez que ma session, elle est ici. Elle est rentrée dans une file d'attente. Automatiquement, comme elle m'était dirigée, parce que c'est moi qui ai généré la clé de session, elle m'est proposée dans les sessions. Et donc, si je prends bien évidemment ici la session, c'est mon poste qui prend la main sur mon poste. Vous imaginez bien qu'on va être sur un mode un peu Inception où on va voir l'écran en propagation globale. Ici, je n'ai pas encore l'écran. Pourquoi? Parce que pareil, on demande l'accès à l'utilisateur. Toujours cette capacité à prompter, à demander, si vous le souhaitez tout du moins, pour autoriser ou pas la visibilité de l'écran. Okay. Donc là, vous voyez mon deuxième écran en l'occurrence. Vous voyez d'ailleurs que sur du multi-écran, vous pouvez avoir les deux écrans, vous pouvez passer de l'un à l'autre directement. Donc là, on est vraiment sur la méthode Inception, hein, je le disais. Ici, vous êtes sur mon premier écran, donc on n'a pas cette vue-là. En termes de support, je le disais, une seule console, mais des outils qui sont centralisés. Je vais pouvoir directement utiliser des outils de file transfer. Donc pour transférer des documents de ma machine vers la machine cible, je vais avoir une ergonomie très pratique, très simple à utiliser. Et en plus, d'un point de vue sécurité,
tout ça, ça va être tracé, bien sûr. Mais en plus, je peux dire si j'ai le droit de faire du download, de l'upload, dans quel répertoire j'ai le droit d'aller, etc. Donc, j'ai une maîtrise complète de cet outil-là. Si je veux agir en ligne de commande, mais que je n'ai pas envie que mon utilisateur le voit, ou si je veux être plus efficace, je peux aussi accéder directement à une ligne de commande et pouvoir travailler en ligne de commande sur sa machine. Lui ne verra pas ce que je suis en train de faire à ce niveau-là, sur son écran. Alors, si vraiment je n'ai pas envie qu'il voit ce que je fais sur son écran, il y a aussi des fonctionnalités que nous, on n'a pas activées en l'occurrence, qui me permettraient de bloquer l'écran de l'utilisateur, que ce soit souris, clavier, qui me permettrait aussi de lui masquer le contenu. Donc, je pourrais, en faisant du support, faire en sorte qu'il ait un écran noir en termes de support. Moi, je peux travailler, mais lui ne voit plus ce que je suis en train de faire. Bon, ça, c'est vraiment votre mécanique, mais en tout cas, c'est possible, c'est ça qui est intéressant de savoir. Dans les autres outils de productivité dont je parlais, et en termes de formation, par exemple, on peut s'imaginer que je n'ai pas le droit de manipuler la machine distante. Par contre, je peux tout à fait avoir vocation à montrer des choses à l'utilisateur. C'est ici qu'il faut que tu cliques, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Parce que peut-être que je n'ai pas les droits de manipuler sa machine, je suis peut-être en lecture seule. C'est tout à fait possible. J'ai aussi ce qu'on appelle des can scripts ou des actions customisées qui peuvent être disponibles. L'idée de ces actions, c'est pour les équipes support, de leur embarquer un certain nombre d'outils pour lesquels ils ne vont pas avoir à cliquer 50 fois pour accéder à telle ou telle chose. Si par exemple, vous savez que dans vos supports, vous avez besoin de faire un flush DNS 3 supports sur 4, et ben faites le flush DNS directement là. C'est un exemple, ce n'est pas forcément le meilleur exemple, mais ça parle quand même. Je vais cliquer dessus. Êtes-vous sûr de vouloir exécuter? Oui. Et sur ma machine, vous voyez, j'ai le flush DNS qui s'est exécuté. OK. Donc, embarquement d'outils, tout ça, vous avez la main, bien sûr, dessus, et vous pouvez faire tout ce que vous souhaitez dans l'interface. Je vais revenir ici. Donc, les can scripts, outils de productivité. Dans les outils de productivité aussi, la prise de screenshot pour visualiser, enregistrer l'erreur, mais surtout la capacité à aller transférer la session. J'ai atteint mes compétences maximum, j'ai besoin de transférer à l'équipe numéro 2, au niveau 2, niveau 3, etc. Je vais pouvoir transférer directement la session. La grande valeur ajoutée, c'est que pour mon client, il n'y a pas d'interruption. Il est pris en charge. Je n'ai pas besoin de lui dire on ferme la session, un collègue va vous rappeler. Non, je transfère directement la session. Ou alors, si plutôt que de transférer, j'ai besoin d'inviter quelqu'un, je vais pouvoir inviter soit quelqu'un de ma société, soit je vais même pouvoir inviter un externe. Et cet externe, je vais pouvoir dire, quand il va rentrer dans ma session, est-ce qu'il va avoir le droit de tout faire ou est-ce que je l'invite, mais par exemple, en lecture seule. Donc, mon fournisseur, oui, je l'invite. J'ai besoin qu'il m'aide. Par contre, en aucun cas, il a le droit de manipuler la machine de mon utilisateur parce que c'est des données sensibles. Je n'ai pas volonté qu'il puisse manipuler des choses. Donc, collaboration très importante. La notion de chat que vous voyez ici à droite pour aussi permettre les échanges. Ça, c'est la première partie, c'est les files d'attente et le support qu'on va pouvoir fournir aux utilisateurs. La deuxième partie, et je vais accélérer un petit peu parce que je vois le temps qui passe, la deuxième partie, c'est si j'ai des machines sur lesquelles j'ai déjà installé des éléments. Soit un jump client, là vous voyez dans ma jump méthode ici, j'ai que des jump clients. Je dois avoir quand même, voilà, j'ai quand même d'autres machines avec d'autres types de rebonds. Donc c'est-à-dire avec un protocole, RDP, SSH, j'en ai parlé tout à l'heure, qui vont mettre disponible aussi. L'idée là pour le service support, c'est de pouvoir dire j'ai besoin, cette machine-là a besoin de support. Il y a peut-être quelqu'un connecté dessus, ou il y a peut-être personne. Mais en tout cas, je vais pouvoir cliquer dessus et directement être amené sur la machine. Alors s'il y a quelqu'un, je vais rentrer dans la session de ce quelqu'un. Ça c'est mon outil de gestion de privilèges. Je vais rentrer dans la session de l'utilisateur s'il y avait quelqu'un, parce que je suis comme si j'étais devant la machine. Et s'il n'y a personne, je vais tomber sur la mire de login qui est proposée ici. D'ailleurs, ce qui est bizarre, que je n'ai pas la mire de login dispo. Je vais fermer cette session-là déjà. Alors oui, pour info, vous voyez le multitab. Je peux bien sûr faire plusieurs supports à la fois pour plusieurs tabs pour maintenir différents éléments, pour être en session avec différents utilisateurs. Ça peut être intéressant. De la même manière, vous voyez qu'à la fin de ma session, je peux aussi fournir des sondages pour savoir si ça s'est bien passé, si ça a été résolu, etc. Même chose, tous ces sondages, ils peuvent être directement écrits dans l'étiquette support
si vous avez fait l'intégration avec votre outil de support. Ce que je voulais vous montrer à ce niveau-là surtout, mais je ne sais pas si ça va marcher vu que j'ai pas la mire, c'est le fait de pouvoir injecter des credentials. Je vous en ai parlé tout à l'heure, je vous ai dit qu'on n'est pas obligé de fournir les comptes à nos techniciens, des comptes à privilèges, j'entends. On peut leur fournir un petit vault comme ça, un petit coffre-fort, dans lesquels ils vont pouvoir directement injecter les credentials pour aller se connecter. Donc là, ça a bien fonctionné. J'avais des craintes, mais ça a très bien fonctionné. Je ne connais pas le mot de passe qui est derrière, je ne connais pas le compte qui est derrière, mais je sais que j'ai le droit de l'utiliser. Et donc, je l'utilise. Et à partir du moment où je suis à ce niveau-là, eh ben, j'ai des privilèges qui sont liés au compte que j'ai utilisé pour me connecter. Ça marche aussi sur les fenêtres de type UAC, hein, de type élévation de privilèges. Donc, vous pouvez aussi utiliser cette petite clé ou cette injection sur des processus qui en auraient besoin. On retrouve hein, nos différents onglets, nos can scripts, les différents outils qui peuvent nous être proposés. Le dernier exemple que je peux vous montrer, bah, c'est sur un équipement. Là, typiquement, un Netscaler, un Citrix Netscaler. Donc, c'est un équipement réseau de type load balancer, VPN, SSL. Bah, bien évidemment, il n'y a personne connecté dessus. Ce n'est pas un utilisateur, ce n'est pas une session utilisateur. Pour autant, j'ai une maintenance à faire dessus. Il y a un patch de sécurité qui est sorti. J'ai besoin de le mettre et c'est moi qui fais ce support-là, ce support technique-là. Je vais pouvoir de la même manière cliquer dessus. Je vais pouvoir de la même manière utiliser mon petit Vault. Alors là, je n'ai pas les credentials, donc je vais devoir les taper. Il faut que je les retrouve par contre. Hop. Ça arrive, désolé. Hop. Donc, je demande la connexion. Si j'ai un coffre-fort, j'injecte directement mes credentials. Sinon, bah, je peux bien sûr les spécifier comme ce que j'ai fait là. Mais j'accède sur mon équipement directement et je vais pouvoir faire la maintenance. Donc ici, on est sur du SSH en l'occurrence pour faire la maintenance de cet équipement-là. Sur le SSH, on retrouve aussi ma notion de file transfert. Hein. Donc si j'ai besoin d'uploader mon patch, bah, ça va être très pratique à ce niveau-là. Et on retrouve aussi la notion de can script. Donc je peux tout à fait exécuter des scripts. Voilà, il n'a pas fonctionné, mais il doit fonctionner là. Hop, voilà. C'est un script. On voit que pour connaître cette ligne-là de commande, bah, faut aimer le script, ce qui n'est pas mon cas. Mais bah, typiquement, on voit que ça a changé les couleurs. Hein. C'est un script qui n'est pas très utile, mais en tout cas, qui fait ce qu'on lui a demandé, c'est-à-dire de changer les couleurs de texte pour avoir un meilleur affichage et un meilleur rendu. Donc, simplement pour vous spécifier qu'on a l'ensemble des outils qu'on peut mettre à disposition des équipes support, qu'on parle de support à des utilisateurs ou qu'on parle de support à des équipements qu'on aurait identifiés préalablement. Sur cette démo, je vais m'arrêter et je vais regarder si il y a des questions. Alors, il y a une question sur le Vault, donc sur le coffre-fort, pour savoir si du coup ces credentials-là, l'utilisateur il peut les voir ou pas. Alors en fait, pour répondre à cette question, c'est vous qui choisissez. C'est-à-dire que les credentials que vous allez mettre dans le coffre-fort, déjà premièrement, vous allez décider à qui vous les donnez, hein, qui a le droit de les utiliser. Mais en plus, vous allez justement décider s'ils ont le droit simplement de les utiliser en termes d'injection ou s'ils ont le droit de les utiliser en plus de sortir le mot de passe, hein, ce qui signifie voir le mot de passe du coffre-fort. Donc c'est tout à fait, c'est vous qui réglez. Il y a deux niveaux, il n'y a que deux niveaux, injection ou visibilité. Et ceux qui ont la visibilité ont l'injection forcément. Mais en tout cas, il y a ces deux niveaux-là en effet qui sont disponibles. Il n'y a pas d'autres questions pour l'instant. J'attends encore un tout petit peu. Alors, une question. Oui, sur l'agent. Comment déployer l'agent? Comment est-ce qu'on peut déployer donc ces agents-là? Il y a différentes méthodes.
bien évidemment. Donc, ce client-là, vous allez générer son installeur, hein, qui peut être un exe ou un MSI. Et du coup, vu que c'est un MSI, vous pouvez du coup le télédistribuer avec l'outil de votre choix, qui permettra justement, cet agent-là, une fois que vous avez généré le package, il ne pose plus aucune question, hein. C'est-à-dire que vous pouvez le donner à quelqu'un sur site qui a les droits d'install, bien évidemment. Il va cliquer dessus, on ne va rien lui demander. L'agent, il est complètement autonome et dès qu'il va être installé, on va voir la machine apparaître dans la console. Okay, ça, c'est pour l'agent. Donc ça, c'est la première méthode de pouvoir installer l'agent. L'autre possibilité, je ne vous l'ai pas montré tout à l'heure, mais quand j'étais en session avec moi-même, quand j'avais accepté la session et que j'avais ouvert la session pour supporter l'utilisateur, j'avais la possibilité en haut à droite, là, dans cette section d'écran-là, il y avait une icône supplémentaire qui était ici. Là, ce n'est pas le cas parce que c'est un équipement en SSH. Mais il y avait une autre icône qui me permettait aussi de ce qu'on appelle épingler l'agent. C'est-à-dire que quand je fais une session à distance avec un utilisateur, je vous l'ai dit, l'agent il est volatile. C'est-à-dire que là d'ailleurs sur ma machine, l'agent il n'existe plus. J'ai fermé la session, donc l'agent il n'existe plus, il a disparu, c'était juste un exécutable volatile. Si par contre le technicien considère que c'est quelqu'un qui a besoin de support très régulièrement et qui serait peut-être pratique de pouvoir voir la machine de cet utilisateur directement dans la liste, il va pouvoir épingler la machine. Et donc, à ce moment-là, l'agent, il devient permanent. Il est plus volatile, il devient permanent. Et je verrai la machine de mon utilisateur à l'autre bout. C'est aussi une possibilité qui peut être mise en place. Alors, dans les questions, j'ai une visibilité qui n'est pas terrible dans l'application GoToWebinar. Je suis obligé. Alors, SSO, pouvons-nous utiliser nos comptes SSO? Alors, je ne sais pas ce qu'est un compte SSO pour vous, mais en tout cas, vous pouvez faire du SSO avec du Kerberos par exemple, ou vous pouvez faire du SSO via la partie SAML. Donc, ça nous est arrivé déjà, nous, de configurer du SSO avec les technologies type OneLogin, qu'on distribue aussi en l'occurrence, ou Okta, qui permettent ce genre de choses. Donc, la réponse est oui, si je comprends bien la question. Serait-il possible de détailler un peu plus comment la solution s'intègre avec une solution de ticketing via API? Enfin, c'est une question via API. La réponse est oui, hein, c'est via API. Maintenant, il y a des intégrations qui sont natives, donc qui existent de base et qui ont déjà été développées par BeyondTrust. C'est des modules optionnels payants, donc il faut acheter en gros votre outil d'intégration. Il y a en règle générale un petit middleware à installer. Donc, c'est un petit composant intermédiaire qui permet de parler API dans un sens, puis dans l'autre. C'est-à-dire que ce petit middleware, il est capable de parler API avec votre outil de ticketing et en même temps, il est capable de parler API avec l'appliance ou l'instance cloud BeyondTrust. Mais oui, derrière ça, derrière ce petit code, c'est de l'API. Microsoft AD pour nos techniciens. D'accord. Donc, pour la partie Microsoft AD, donc ça c'est la question qui suivait la partie SSO. Il faudra utiliser plutôt la partie Kerberos pour ce faire. Ou sinon, il faut avoir un ADFS et le faire en SAML pour que ce soit le même. Mais sinon, oui, via Kerberos, c'est possible de faire du SSO. C'est-à-dire que quand on lance la console, on ne va même pas avoir à s'authentifier. On va récupérer le jeton Kerberos de la machine pour aller authentifier dans la console Remote Support. Ok. Je pense avoir répondu à toutes les questions. Dans tous les cas, si jamais des questions supplémentaires vous reviennent ou si vous souhaitez tester la solution ou avoir plus d'informations, n'hésitez pas à revenir vers nous. Vous trouverez pas mal d'informations sur le site miel.fr avec les différents contacts aussi. Vous avez dû avoir des contacts par l'enregistrement à ce webinaire, donc n'hésitez pas aussi à revenir vers nous par ce biais-là. Si vous souhaitez, normalement, la présentation vous sera, c'est pas si vous souhaitez d'ailleurs, c'est la présentation vous sera envoyée a posteriori de ce webinaire si vous voulez pouvoir revoir un petit peu les fonctionnalités et puis vous remémorer ce qui a pu être dit. La session d'aujourd'hui a aussi été enregistrée, donc elle sera très prochainement mise en ligne
sur le site miel.fr, mais aussi sur notre chaîne YouTube. Donc, si vous souhaitez revoir un certain nombre d'éléments, n'hésitez pas à venir la consulter dès qu'elle sera en ligne. Sur ce, je vois qu'il est pile midi. On est parfaitement dans les temps. Donc, je vous souhaite à tous un bon appétit, une bonne après-midi, et puis en espérant que la santé va bien pour tout le monde. Bonne fin de journée. Merci, au revoir.